invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Stéphane Prévost nous accompagne également, directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Malik Hadouk de nous accompagner également. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Les deux événements macro du jour à la une sont donc la réunion de la Banque Centrale Européenne et la publication de la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre avec une croissance du PIB réel de 4,9% en rythme trimestriel annualisé. Si on regarde sur un seul trimestre, c'est une croissance d'1,2%, donc à comparer par rapport à la manière dont on calcule cette croissance, ou en tout cas dont on la publie en Europe. Ce qui marque évidemment les esprits, c'est la dimension et la tonicité du secteur privé dans son ensemble aujourd'hui aux États-Unis, Malik. Oui. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une surprise, ce chiffre était attendu, même s'il est en deçà des estimations qui avaient été faites par l'Atlanta Fed qui était à 5,4. Vous savez qu'il y a des révisions qui seront faites, mais on verra. Mais en tout cas, c'est un très très bon chiffre qui confirme qu'une seule chose, c'est que la récession n'est pas pour maintenant aux États-Unis, et que surtout, si vous vous rappelez, en 2023, le scénario central, c'était celui de la récession. L'inquiétude, c'était la récession. En 2022, c'était l'inflation. En 2023, c'était la récession. Et surtout, on s'attendait à une récession du consommateur. Et ce consommateur-là tient toujours et continue à consommer. Alors, quels sont les facteurs derrière cette bonne tenue du consommateur ? Nous, on pense d'un côté qu'il y a eu l'effet d'épargne aujourd'hui, même s'il commence à décroître, mais il a toujours un effet positif. Mais surtout, je pense, moi, personnellement aussi, que c'est l'effet richesse. Vous avez une hausse des prix de l'immobilier, vous avez la bourse qui a remonté l'année dernière, donc il y a une certaine confiance des consommateurs. Et puis surtout, le point le plus important, c'est la bonne tenue du marché du travail. Voilà. Sécurité de l'emploi. Sécurité de l'emploi. Donc on consomme. Qu'est-ce qui vous fait dire que la récession n'est pas pour tout de suite ? Parce que ça va être le débat entre économistes, notamment l'idée qu'il y a un phénomène un peu one-off, notamment du point de vue de la consommation, et que les moteurs qu'on a eu jusqu'à présent pour soutenir la consommation aux États-Unis sont peut-être des moteurs, alors qui sont toujours en place, mais qui sont peut-être moins puissants. On sait qu'il y a eu des effets loisirs, consommation de loisirs très importants au cours de l'été. Non mais là aussi, les économistes sont allés mesurer ce que Taylor Swift, Beyoncé et Barbie et Oppenheimer au cinéma avaient pu générer comme dépenses de consommation supérieures. C'est pas négligeable. Évidemment, ils vont pas nous ressortir un Barbie 2 au quatrième trimestre, pour dire les choses. Bien entendu, mais tant que vous avez un marché du travail qui se comporte de manière très satisfaisante, vous n'avez pas d'inquiétude du côté du consommateur. Il y a une certaine confiance, même si on est conscient qu'il va y avoir un ralentissement au quatrième trimestre. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a l'effet taux aussi qui va jouer. Mais le ralentissement qu'on peut légitimement anticiper au quatrième trimestre, après notamment un trimestre aussi fort, ça ne veut pas dire que c'est le début d'une histoire de récession aux États-Unis au quatrième trimestre. C'est pas du tout comme ça que vous voyez les choses aujourd'hui. Bon, Xavier, vous abondez dans cette idée-là. La récession n'est pas pour tout de suite non, parce aux États-Unis. Quand on regarde les facteurs de demande interne, ils sont tous bien orientés. La marge des entreprises reste bonne, donc les personnes morales ont une situation bilancielle qui reste très bonne. Le marché du travail a été décrit. Juste un petit, j'aime bien rappeler, parce qu'on l'a mois après mois, le ratio chômeur-offre d'emploi. Aujourd'hui, un chômeur rencontre 1,5 ou 1,5 offres d'emploi. Je rappelle que sur les 30 dernières années, un chômeur rencontrait une demi-offre d'emploi. Donc cette dimension structurelle, elle est là. Il n'y a pas des grèves tout à fait par hasard dans le secteur de l'industrie automobile pour demander des hausses de salaire. Donc non, ça c'est... Donc quand vous avez les entreprises et les personnes physiques qui sont dans des situations comme celles que l'on connaît aujourd'hui sur le marché, sur l'économie américaine, non, ça reste très, très, très bien orienté. Et même, j'ai l'impression que le commerce extérieur contribue positivement. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour l'économie américaine, qui est une économie... Je crois que ça doit être un léger drag, mais de moins 0,1, je crois. C'est vraiment très, très faible. Donc, pas de contribution très négative. Non. Donc, non. Donc, on a des indicateurs... Donc, la récession n'est pas pour tout de suite. Ce qui fait que toutes les thématiques d'inversion de courbe des taux, comme annonciateur, non, c'était pas le bon... Et donc, le fait que, probablement, la Fédérale Réserve va rester quand même assez vigilant, parce qu'elle voit bien que sa politique monétaire a du mal à prendre
sur ces données structurelles de l'économie américaine. Et alors peut-être qu'on pourra reparler des données structurelles, baby boomer qui arrive à l'âge de la retraite, le cycle démographique, qui vient soutenir ce marché du travail. Et ça, un des arguments qu'on met de plus en plus en avant là, et avec vos confrères autour de cette table, c'est également le redémarrage des flux migratoires vers les États-Unis. Depuis 12, 18, 24 mois maintenant. On était hier avec Stéphane Déo chez Eleva Capital. Il a fait tous les chiffres parfaitement. La tendance sur la dernière décennie, c'était 400 000 migrants, ou en tout cas non-américains, chaque année arrivant aux États-Unis. Depuis 2021, on est sur une tendance 3 fois supérieure. C'est 1,4, 1,5 million, et peut-être même depuis le début de l'année jusqu'à 2 millions d'étrangers qui sont arrivés aux États-Unis et qui sont participants au marché du travail aujourd'hui. Oui, mais malgré tout... Et ça, c'est de la croissance supplémentaire qui est générée. Oui, puis les chômeurs sont toujours en situation, ont toujours une suroffre de choix possibles, parce que de l'autre côté, il y a le vieillissement démographique qui vient peser, la population active, j'entends, qui vient peser, et donc ce solde, malgré ce solde excédent du côté migratoire, n'arrive pas à rééquilibrer suffisamment. Ouais. Donc ça va prendre, c'est des phénomènes inertiels qui sont... Le déficit d'offres est tel sur le marché du travail qu'on peut absorber effectivement toutes ces nouvelles populations. J'avais juste une précision. Parce qu'on a mentionné la Fed, il y a un chiffre très intéressant qui est sorti, c'est le PCE. Oui. Et donc là, ça n'inquiète pas du tout la Fed. Vous avez une croissance. L'indice des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, qui est un des indicateurs d'inflation que la Fed privilégie historiquement. Sous-jacente. Le corps PCE est à 2,4 sur le trimestre. Voilà, qui lui reste stable, baisse un peu, alors que vous avez une consommation qui est quand même... qui progresse assez fortement. Bon, je redonne juste, là aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de redonner la perspective. Je crois que le PIB américain doit être 6% au-dessus de ce qu'il était au 4e trimestre 2019, qui était le dernier trimestre de référence avant toutes les crises qui sont arrivées entre-temps. Et par rapport à la tendance que projetait le CBO américain, donc un des organisations, un organisme paritaire ou bipartisan qui s'occupe de faire notamment des projections à long et très long terme, les prévisions du CBO en janvier 2020, eh bien, le PIB américain, là, sur ce trimestre, est 0,4 points au-dessus de ce que le CBO projetait en janvier 2020 pour le 3e trimestre 2023. C'est exceptionnel. Spectaculaire, exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. Stéphane, vos commentaires sur cet aspect macro, mais qui explique quand même pas mal de choses. Oui, mais notamment peut-être la résilience des marchés actions dans un contexte où les taux restent à des niveaux élevés, en tout cas plus élevés que ce qu'on a connu depuis longtemps. Dans les chiffres du PIB US, la composante investissement est également très intéressante. Elle est très dynamique. Investissement, government spending et investissement privé en général. Investissement des résidentiels. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'IRA est quand même... tous ces programmes de stimulus sont très puissants et ont probablement été sous-estimés dans la perception de certains économistes, dans les calculs des économistes. On ne leur en voudra pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je suis assez d'accord sur le fait que ça éloigne quand même très fortement le scénario d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Donc, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, pour la tenue. Oui, donc, pour tout le monde, je crois. Faut s'en réjouir. Ah bah bien sûr. Donc ça c'est une composante intéressante. Du coup, c'est vrai que ça met peut-être ça oblige à remettre en perspective un scénario baissier, très pessimiste qu'on pouvait avoir sur les marchés actions, notamment sur le marché européen, qui, par sympathie avec une baisse du marché américain sur des mauvais chiffres macroéconomiques, pouvait être plus heurté que les niveaux qu'on connaît actuellement. J'ai vu quelques travaux de stratégistes qui s'inquiétaient de ce type de risque. Je pense que ça bat en brèche probablement cette probabilité, en tout cas, ça la diminue fortement. On parlera de la logique de marché, parce qu'on est quand même sur des baisses indicielles de l'ordre de 10%, quand même, sur les grands indices, etc. Donc on est à des moments un peu clés également où il faut se poser peut-être des questions et prendre des décisions. Du point de vue de la Fed, Malik, ce qui est intéressant, c'est qu'après la publication, non seulement les taux ont assez peu bougé, mais on a même plutôt vu les parties longues, les rendements obligataires américains se détendre. On aurait très bien pu franchir à nouveau les 5%, ça n'a pas été le cas. Le 10 ans américain s'est recalé autour de 4,90%. Et puis surtout, en termes de probabilité implicite dans le marché, il y a très peu, il y a très peu de chances que la Fed ait besoin, malgré ce chiffre, de faire de nouvelles hausses de taux. Non, nous, on pense qu'elle ne fera pas de hausse de taux.
Même après un chiffre comme ça ne relancera pas le débat. Mais non, parce qu'on sait qu'il va y avoir une décélération à venir, parce que la hausse des taux va finir par impacter, quoi qu'on veuille, les entreprises à un moment donné, même si on sait que le contexte est totalement différent, les entreprises se sont endettées à des taux très bas, les ménages sont endettés à taux fixe, donc il n'y a plus cette sensibilité. Voilà. Ouais. Mais il y a un mur de refinancement qui va arriver à partir de 2024, mi-2024-2025. Il est plus prononcé en Europe qu'aux États-Unis, mais il va concerner les États-Unis. Alors aux États-Unis, le principal problème, c'est quand même l'endettement aussi, qui pose aujourd'hui... de l'État fédéral. Oui, de l'État fédéral. Aujourd'hui, le marché regarde ça aussi de très près. Vous regardez maintenant, on regarde les adjudications, comment ça se passe, etc. Mais techniquement, c'est vrai, c'est la 3e ou 4e fois qu'on vient buter sur les 5. On les a transpercés une fois. L'appétit manque un peu. Ouais. L'appétit short à partir de 5% de rendement sur le 10 ans américain semble manquer un peu. Certains gourous nous disent qu'ils couvrent leur short aujourd'hui. C'était Bill Ackman en début de semaine. Voilà. Et pour le marché action, c'est aussi un niveau d'équilibre assez important. Ouais. Donc on est à la croisée des chemins. Et maintenant, ce qui va compter pour le marché action, au-delà des taux, parce que ça aussi c'est un niveau important, c'est les bénéfices à venir. Est-ce qu'on va poursuivre sur une tendance haussière sur les bénéfices ou pas ? On va y revenir sur cette séquence micro de publication de résultats. Si on reste un peu dans l'univers macro, un mot peut-être rapide de ce qui s'est joué aujourd'hui du côté de la Banque Centrale Européenne. Xavier, si vous avez suivi Christine Lagarde, bon, la pause se confirme, je crois que tout le monde l'attendait. La bonne nouvelle ou la nouvelle rassurante qui montre quand même une approche prudente à ce stade de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on ne change pas la politique de bilan. On va laisser le bilan se dégonfler tel qu'on l'a prévu jusqu'à présent. Et il n'y aura pas d'accélération, d'intensification de la baisse du bilan qui va continuer évidemment, mais il n'y aura pas d'accélération à ce stade prévu. Non, parce que les 2 points importants dans la conférence de presse, c'est le fait que la BCE reconnaît aujourd'hui que sa politique est en train de prendre sur la diffusion du crédit. Donc le canal du crédit, le canal de diffusion de la politique monétaire, il y a, je ne sais plus le terme exact qui est employé dans le communiqué, mais enfin, ça veut dire qu'il est fort. Il est fort, exactement. Oui. Et puis il y a quand même les événements du 7 octobre qui sont intégrés peu ou prou par les gouverneurs. C'est un élément d'incertitude que tous les banquiers... Au fond, c'est l'élément qui va faire que toutes les banques centrales vont rester en stand-by. Ouais. On ne sait pas dans quel sens ça va partir. Et donc, vaut mieux être prudent. Et donc, cet autre élément d'incertitude qui pourra polluer les anticipations des économistes de la BCE, voire des anticipations de l'ensemble des agents économiques, fait que la Banque centrale, pour l'instant, est en situation d'attente. Et donc, c'est une conférence de presse assez pragmatique, me semble-t-il. Et donc, effectivement, c'est plutôt rassurant du point de vue des inquiétudes qu'on pouvait avoir sur une ressucée, notamment bilancielle, pour faire mal. Ouais. Par contre, on continue à mentionner que les facteurs d'inflation sont internes et pas externes, et que l'inflation interne continue bien à diffuser, et que implicitement, il y a des hausses de salaire qui traînent un peu dans toutes les économies, qui se diffusent dans toutes les économies européennes, et que ça, c'est forcément un sujet de vigilance pour la Banque centrale. Sur les attentats du Hamas du 7 octobre dernier, et ce qui s'ensuit, on a tous en tête, du point de vue des marchés, que un des vecteurs de diffusion de la crise, c'est le pétrole. Voilà, au-delà de d'un risque d'embrasement, etc., qui serait déstabilisateur et qui poserait des questions de confiance, j'imagine. Mais sur le pétrole, on a tous en tête également que la BCE a été historiquement très sensible au cours du baril. Est-ce que cette BCE-là de Christine Lagarde est aussi sensible que la BCE d'un Jean-Claude Trichet, par exemple, au niveau du pétrole et du risque de diffusion, d'effets de second tour, etc., que ça peut générer? Non, parce que là, je me lis, je sors un peu de mon domaine de vol, mais j'ai l'impression que du point de vue des banquiers centraux, et y compris de la Banque Centrale Européenne, s'il y avait un choc pétrolier suite à des restrictions sur l'Iran ou à une réaction un peu virulente de l'Arabie Saoudite,
la montée du baril serait plus perçue comme récessive que comme inflationniste. C'est-à-dire qu'elle impacterait, d'ailleurs on est sur des niveaux de barils de pétrole où il y a une élasticité de la demande. Jusqu'à 90, il y avait peut-être pas beaucoup d'élasticité. Maintenant, on est arrivé dans la zone... Là, on détruit de la demande potentiellement. On détruirait de la demande et puis on détruirait du PIB mondial, tout simplement. Et donc, je pense qu'à cet instant-là, les banquiers centraux rajouteraient pas la fameuse hausse des taux de juillet 2008, si je dis pas de bêtises. Mais d'ailleurs, qu'il y avait eu... des vertus, puisque, rappelons, oui, je me refais pas toute l'histoire. Non, on refait pas l'histoire, mais Goldman Sachs annonce 150 ou 160 sur le baril. Et grâce à Trichet, on n'y sera pas allé. La BCE, et juste derrière, le baril se retourne. Bon, après, il y avait les Man Brothers. Trichet plus fort que Goldman Sachs. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, la question des spreads, elle n'a pas été abordée plus que ça, mais d'avoir une garantie sur la poursuite des réinvestissements de l'enveloppe pandémique, c'est suffisant à ce stade pour canaliser un marché qui a mis l'Italie à 200 points de base du 10 ans allemand, Malik. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même s'il faut quand même toujours suivre ce niveau de spread, mais pour l'instant, il reste contenu. Et c'est un des points positifs aussi de la déclaration de la BCE pour rassurer tout le monde. Bon, là aussi, le terme weak pour décrire la croissance a été utilisé plusieurs fois par Christine Lagarde tout au long de la conférence de presse. Là aussi, c'est un changement de ton par rapport à ce qu'on avait, les hausses en mode automatique, autopilote jusqu'à présent. Là aussi, on voit un shift et une attention un peu plus importante portée justement à la croissance. Elle parle même des PMI, Christine Lagarde. Bon, je ne sais pas si c'est les indicateurs les plus fiables. En tout cas, elle considère que c'est des indicateurs qui nous disent que la croissance va rester faible. Oui, c'est pas une surprise. Non. C'est pas du tout une surprise, et je pense que c'est plutôt réaliste de sa part. Alors, il y a l'effet des politiques monétaires, puis il y a les facteurs qu'on a bien identifiés au niveau international. Le ralentissement chinois qui pèse beaucoup, l'Allemagne qui est en difficulté, les économies un peu plus administrées en raison de l'importance de la dépense publique qu'on a, telles que la France, l'Espagne et d'autres, et l'Italie, ça ralentit. En fait, la préoccupation du redémarrage et du potentiel de croissance qu'on peut avoir au niveau domestique sur l'Europe est quand même une préoccupation relativement forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas bien où les choses pourraient repartir plus positivement. On parlait de la résilience de l'économie américaine. On pourrait peut-être, si ça continue, avoir des meilleures surprises finalement l'année prochaine de ce côté-là. En Europe, il faut quand même qu'on ait plus de carburant dans la pompe, ou que la pompe s'active un peu plus, mais on ne voit pas bien d'où ça peut partir. Et donc c'est un peu plus préoccupant, et je pense que ça va quelque part, ça c'est pas franchement une bonne nouvelle, parce que les marges de manœuvre de la BCE sont quand même plus réduites que la Fed. Et là-dessus, ça limite encore plus, ça enferme encore plus, je pense, la BCE dans sa logique de suiveuse, en quelque sorte, avec ce retard qu'on a par rapport à la Fed. Si l'inflation est plus collante en Europe qu'aux États-Unis, comme ce que certains imaginent, ça peut contraindre effectivement la BCE pendant plus longtemps que la Réserve fédérale américaine. Nous, beaucoup plus sensibles au prix de l'énergie, ce que vous évoquiez avec un choc géopolitique au Moyen-Orient. On est aussi beaucoup plus sensible sur les prix de l'électricité parce que le marché est tel qu'il est. Donc on a des facteurs structurels d'inflation qui sont quand même plus marqués, plus importants, et peut-être plus difficiles à combattre pour la BCE qu'aux États-Unis, où, pas en Chine, il n'y a pas beaucoup d'inflation en Chine. Non. C'est le contraire. Effectivement, c'est même plutôt le contraire, absolument, effectivement. Donc là, c'est un peu plus préoccupant. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que, on suit évidemment les cours du pétrole, tous ces facteurs qu'on décrit entre la surcroissance américaine, pays exportateur net de pétrole aujourd'hui, la médiocrité de la croissance américaine et peut-être la fragilité encore de la croissance chinoise, on voit que les cours du pétrole n'ont pas refait de sommet. Les derniers sommets, ils datent de fin septembre, sur les cours du Brent ou du WTI. Et même depuis le choc géopolitique au Moyen-Orient, le pétrole n'a pas refait de nouveaux sommets. Non. Juste une éventuelle bonne nouvelle qu'on pourrait avoir sur 2024, j'y crois, c'est quand même une amélioration sur le pouvoir d'achat. Parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'économies où des hausses de salaire vont avoir lieu.
on va avoir théoriquement, alors évidemment, là, je fais une discussion un peu café du commerce, mais on peut le faire à 7 heures. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut prendre comme hypothèse que l'inflation va quand même refluer. On aura des hausses de salaire. Donc la conjonction de hausse de salaire et de reflux d'inflation ou de l'inflation corps améliore théoriquement le pouvoir d'achat sur pas mal d'économies et donc viendra comme un facteur de soutien de la demande interne. Le tout est de savoir la stimulation de cette demande interne. Mais moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup de scénarios un peu noirs sur 2024. Qui extrapolent les temps. Et je pense qu'on sous-estime le swing, un swing léger, mais qui pourrait y avoir en termes de pouvoir d'achat sur la demande interne européenne, donc ce qui pourrait être un facteur de soutien. Les économistes l'ont mesuré, le revenu réel disponible en zone euro va progresser désormais pour quelques trimestres de l'ordre de 1% par trimestre. Ça, c'est un facteur de soutien. Ouais, bien ça, sûr. c'est évidemment un facteur de soutien et peut-être même de bonnes nouvelles à moyen Après, on va voir justement ce qu'en fait le consommateur. Oui, parce que le taux d'épargne n'est pas au même niveau. C'est vrai. On est dans un sentiment de précaution peut-être un peu plus marqué qu'aux États-Unis parce que là-bas, on est en plein emploi. On est à 3,5. On va voir peut-être le chômage monter un petit peu en France. On a vu des premiers chiffres. Bon, il n'y a rien d'alarmant aujourd'hui, c'est assez naturel, mais on a, je pense, un tissu économique qui est un peu plus fragile et peut-être un pessimisme des acteurs qui sera peut-être un petit peu plus marqué. Donc je pense que sur la consommation, en termes de stock picker, il va falloir être très sélectif, à mon avis. Pour voir vraiment le taux de chômage monter, il va falloir quand même détruire beaucoup d'emplois. Parce qu'avec l'effet démographique aujourd'hui, en France, là aussi, calcul d'économistes, aujourd'hui, il suffit de créer 35 000 emplois en France pour voir le taux de chômage baisser. On est d'accord. Il y a 10 ans, il fallait créer 100 ou 150 000 emplois par an pour voir le taux de chômage baisser. Non, Donc là aussi, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas forcément n'aura pas la même qualité, la même résilience qu'aux États-Unis. Non, mais même en Europe, je ne pense pas qu'on aura une récession au niveau de la consommation. Non. C'est ça le point très fort des économies développées aujourd'hui. Et c'est ça qui permet de résister. C'est pour ça que la hausse des taux aujourd'hui, excusez-moi l'expression, elle semble indolore. Parce que les refinancements ont lieu il y a bien longtemps et qu'il y a eu de la création d'emplois et que les gens ont perçu des salaires qui ont augmenté et donc consomment. Mais c'est vrai que psychologiquement, en Europe, on est un peu plus fragile qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on a de l'argent, on le dépense. Oui. Ce discours-là, vous le retrouvez là dans les boîtes cotées. Alors vous suivez d'un point de vue un peu global macro quand même les résultats et les grands résultats. Un des secteurs qui attire beaucoup d'attention, c'est celui de la consommation, de biens courants, etc., ou même discrétionnaires. Vous retrouvez quand même cet aspect consommation. On le retrouve encore dans le discours de ces entreprises, ou est-ce qu'il y a des alertes ici et là sur certains segments de consommation aujourd'hui Moi, honnêtement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu consulter, j'ai pas vu d'inquiétude très, très marquée, en fait. On a des incertitudes, bien sûr, parce que les événements géopolitiques, la hausse des taux aussi, ça inquiète, bien entendu, si on devait s'emballer à ces niveaux-là. Mais non, on n'a pas vu d'inquiétude alarmante à ce sujet-là au niveau de la consommation. On est plutôt sur de la normalisation. Ouais. On revient sur des tendances un peu plus normalisées, un peu plus hors effet. Je veux dire hors effet. Maintenant, on n'a plus les effets Covid, on n'a plus les effets de goulet d'étranglement. On va avoir moins d'effets prix aussi, très clairement. Donc, si le revenu effectivement disponible des ménages tient à peu près, on peut avoir une consommation qui reste correcte, qui reste à peu près stable. Mais on normalise tout ça. Et ça, on va le retrouver au sein des secteurs. C'était très marquant, on l'a déjà vu. Vous l'avez vu dans le luxe, dans les résultats du luxe. LVMH, c'est très clair. Oui, c'est la fin des années folles. Il y a eu 3 années d'années folles, 2020-2023. Et on revient à high single digit, croissance, 9%. C'est tout à fait normal par rapport à l'histoire et l'historique de LVMH. Et je crois que ça montre très clairement cette normalisation et puis un consommateur qui s'adapte à l'environnement. Alors, il peut toujours consommer du luxe. Le hard luxury, on ne va pas en parler puisque c'est un segment totalement à part. Et où là, il y a de la demande, il n'y a absolument aucun problème. Il y a une capacité, il y a une protection par l'effet richesse et l'effet patrimonial. Mais ce qui va jouer maintenant, aujourd'hui, ce qui va être intéressant dans les résultats avec la baisse de l'inflation, le ralentissement économique, c'est ce qui va être
très important, et on le voit aujourd'hui dans les résultats. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en dise 2 mots aujourd'hui. Si, là, c'est la maintenant. qualité d'exécution des managements, très la bien. qualité d'exécution Oui. stratégique. Et là, vous voyez les différences dans les stratégies industrielles. Vous Oui, voyez on parlera tout de le travail. Worldline et de Siemens Energy juste après. Oui, si vous voulez. Si, bien pour, sûr, bien sûr. En creux, quand même, comprendre ce qui peut il faut en passer parler. dans des boîtes. Mais si vous voyez la différence entre un Kering et un LVMH, il y a une logique de distribution, il y a une logique de désirabilité des marques, il y a un positionnement spécifique, il y a tout un travail de fond qui est fait derrière, qui fait qu'on n'est pas affecté de la même façon, et que la volatilité de la saisonnalité des ventes et de l'humeur du consommateur, elle est quand même mieux maîtrisée, du client, pardon, elle est mieux maîtrisée chez un LVMH qui a un segment soft luxury plus important qu'un Hermès, par exemple. Ouais. Les boîtes de conso Staples courantes, Xavier, parce qu'elles se sont fait quand même un peu d'irriter. C'est-à-dire, à un moment, elles étaient plus chères que les GAFAM, effectivement, l'an dernier. Et puis, depuis, elles ont quand même un peu d'irrité. Moi, je notais, Coca, ça reste une boîte emblématique. Le mix prix, c'est plus 9% sur le trimestre. Les volumes, c'est plus 2%. Oui, mais mais ça, c'est le nouveau monde dans lequel on est rentré à notre insu sans s'en rendre compte, et dans lequel on semble s'installer. C'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil qui sont construits par un certain nombre de marques, de positions. Et c'est très important parce que... C'est un moment de vérité, là, quand même, pour ces marques-là, j'imagine. Oui. Tout le travail qu'elles ont accumulé, sur lequel elles ont capitalisé pour créer des marques, alors je sais pas, Coca plus que centenaire, évidemment, largement. C'est dans des moments comme ça que la valeur de la marque se révèle. Voilà, absolument. Et ça donne un niveau de rentabilité qui est quand même très singulier. Même si par exemple, si on sort de Coca, on prend le CAC 40 et les valeurs non financières du CAC 40, on a quand même une situation qui est incroyable. C'est-à-dire que le niveau de marge post-Covid des valeurs du CAC 40 hors financière est globalement 300 points au-dessus de la moyenne des 20 dernières années. Donc il y a un effet, on a une marge. Alors évidemment, je compare un indice qui a connu des rotations de valeur, donc qui n'est pas ISO, qui n'est pas stable, on est d'accord. Mais la marge se situait, la marge d'EBITDA, marge opérationnelle se situait aux alentours de 12,5-13 de moyenne cycle. Aujourd'hui, tel que le consensus l'estime jusqu'à 2025, on est proche de 15,5-16. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui se passe au-delà des marques. Alors ça touche évidemment les grosses sociétés, et peut-être qu'on pourra rentrer après sur les petites valeurs. Parce que les petites valeurs, elles sont c'est beaucoup plus difficile pour elles dans ce contexte. Parce qu'elles voient tous les facteurs de coûts, coûts financiers, coûts de toute nature. Elles n'ont pas la même réaction et elles n'ont pas le même maîtrise. Le fameux pricing power, c'est-à-dire sur la capacité à marger. Et en plus, elle supporte des effets volumes qui sont beaucoup plus dévastateurs que des grosses sociétés qui ont des positions géographiques beaucoup plus équilibrées. Et donc ça, c'est un point important, parce que si on continuait dans cette perspective-là, avec des si, ça voudrait dire qu'on est rentré, la fameuse boucle prix-profit s'installe. Il faut savoir jusqu'où elle s'installe, c'est-à-dire à partir de quel moment elle va s'effriter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les effets volumes vont devenir vraiment négatifs, quand est-ce qu'il y a un joueur dans la partie, alors secteur par secteur, qui craque, qui baisse les prix, voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe au niveau de la consommation? Jusqu'où le consommateur tient? Ça tient aux États-Unis tant que le marché du travail est tel qu'il est. Mais projetons-nous à 2 ans, 3 ans, et avec un marché du travail qui se normalise, parce que c'est l'attente de Jérôme Powell, c'est que le marché du travail retourne à sa situation, en termes d'équilibre offre-demande, à sa situation de pré-Covid. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans une situation de formation des prix, et donc de marge bénéficiaire qui reste extrêmement favorable. Par contre, on n'a pas une croissance démoniaque, c'est-à-dire on n'a pas l'effet volume plus l'effet marge, on a purement de la marge, mais de la marge qui reste stable. C'est ça la grande surprise.
Ça fait 18 mois sur ce plateau, hein, souviens-toi, les mecs attendaient tous une récession bénéficiaire. Et la récession bénéficiaire, alors il y a des cas, on va en Alors parler. il y a des baisses, les profit EPS. warning, Oui. voilà, et puis Même en masse, les EPS américains ont un peu baissé. Oui, mais c'est très sur léger. quelques trimestres. Mais voilà. Sur la Mais partant des niveaux que vous décrivez. Et puis sur la comptabilité nationale américaine, la rentabilité reste, de l'économie américaine pour les entreprises reste sur des niveaux très élevés. Hein. Elle a très peu baissé. Hein. Un mot au choix quand même de ces deux segments de marché en crise totale en Europe. Hein. Alors l'actualité nous rappelle que ces secteurs sont en crise, mais le secteur des paiements est en crise depuis 2 ans. Hein. Les valeurs stars, Adyen, Nexi, Worldline, enfin je parle des valeurs européennes emblématiques, étaient à leur sommet à l'été 2021. Donc ça fait 2 ans que ça dure, la baisse, avec l'accident dont on a beaucoup parlé hier, qui était celui de Worldline. Je remonte même pas à Wirecard et l'évaporation du dossier en Allemagne. Et puis pareil, les ENR. En tout cas, les éoliennes spécifiquement. On en a parlé au cours de l'été. Ørsted, Siemens Energy déjà une première fois. Siemens Energy à nouveau aujourd'hui avec un moins 40 sur le DAX. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre la bourse et ces secteurs c'est assez facile. Moi, je vais vous livrer ma lecture. C'est les taux d'intérêt. Quand vous avez des taux d'intérêt à 4,5-5 sur des business de long terme qui nécessitent des financements importants, donc on parle des éoliennes. Souvent à taux variable ou à taux fixe. Parce qu'il y a des taux variables, il y a de l'endettement à taux variable important chez certains acteurs. On a eu la même chose en 2003-2007, hein, quand la bulle environnementale avait chuté, quand on a eu une flambée des taux et que les endettements à taux variable et les rentabilités étaient complètement mises par terre et qu'on creusait des pertes. Ce sont des projets où ce type de projet, vous ne créez de la valeur qu'en ayant une maîtrise des coûts parfaite et une exécution parfaite des projets. Donc vous ne pouvez pas avoir de déperdition de la rentabilité, ni parce que là, c'est défaillance en chaîne, etc. et ni en financement. Or là, vous vous retrouvez avec des acteurs qui se retrouvent sur les 2 plans en difficulté, au point de demander des garanties des bailleurs publics. Ouais. C'est quand même... Alors, moi, c'est ce qui m'a toujours rebuté à aller sur les équipementiers du secteur, parce que leurs business models sont complètement soumis à ce type d'aléas. Et puis, ça veut dire aussi que si vous allez sur un opérateur, là, en termes d'éolien, de solaire, quelle que soit l'énergie, nous, aujourd'hui, on a retenu qu'un acteur qui est Iberdrola, parce que vous avez ce track record, vous avez une structure de financement qui est robuste, vous avez une capacité d'exécution sur chacun des projets, et vous avez une gestion même des projets à maturité qui est très bien gérée. Le portefeuille d'actifs est très bien géré. Donc, et là, alors on peut vous dire, Iberdrola, c'est pas le plus sexy, etc. Mais n'empêche, quand vous regardez le cours aujourd'hui, ça tient très bien, et l'opérationnel est au rendez-vous. Alors ça, c'est ma remarque sur les énergies renouvelables. Donc gardez en tête que tant qu'on a un environnement de taux élevé, on va avoir des difficultés et il y aura des mauvaises surprises sur ce secteur. Quant au secteur des paiements, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de Worldline, mais moi je trouve qu'en fait on a un peu survendu un secteur compliqué à lire, où on parle d'acquisition, on parle de sécurité, on parle de technologie, il y a beaucoup de disruptions, il y a beaucoup d'acteurs. Alors au passage, Adyen Nexi, on n'y a jamais touché à la financière responsable parce qu'il n'y a pas d'ESG, il n'y a pas d'information. Hein, donc c'est réglé de ce côté-là. On va pas aller, si je n'ai pas les comptes, je ne vais pas y aller non plus. Donc quand je n'ai pas l'ESG, j'y touche pas. Je trouve que c'est un secteur qu'on a survendu sur ses aspects de sécurité et de technologie, mais qui est en fait redoutablement de la commodity. À tel point qu'on a vu les grands groupes bancaires se séparer de ces activités. Alors moi, ça m'a toujours interpellé. Surtout que quand on regardait en fait le bilan des sociétés, notamment de Worldline, vous regardiez l'effet de levier, l'intensité capitalistique, et vous vous rendiez compte que il y avait une machine qui demandait de plus en plus de capitaux,
pour faire du volume, mais ce volume est de moins en moins rentable. Donc vous aviez une dégradation finalement de la rentabilité nette. Vous mettez à côté de ça un environnement de taux compliqué, Ouais, vous ouais, mettez enfin, il y a même pour tout le monde l'environnement de taux. oui, hein, mais vous ajoutez oui. un problème de gouvernance majeur qui est récurrent, une communication de management et puis des contre-performances opérationnelles. Et sur un dossier qui avait lassé le marché, et vous arrivez à la catastrophe annoncée. C'est quand même problématique parce qu'on est dans un moment où on parle d'investissement, des investissements colossaux dans la transition énergétique, le besoin d'avoir des énergies fiables, pas chères en Europe, effectivement, qui nous cassent cette dépendance aux fossiles dont on souffre encore aujourd'hui. Sur la partie fintech ou innovation, croissance, là aussi, toute la place et l'Europe entière essaye de mobiliser pour apporter le maximum de capitaux pour de la green tech, de la fintech, de tout ce que vous voulez qui se termine en tech. Et quand vous regardez ce que dit la bourse de ces secteurs-là, je trouve que c'est troublant quand même. Oui, mais je pense qu'il y a un problème d'allocation du capital, et puis peut-être qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Laissons la poussière retomber. D'accord avec vous. Worldline, c'est troublant que des valeurs emblématiques d'objectifs qu'on se fixe, emblématiques de secteurs et de besoins qu'on a, ne trouvent pas leur place en bourse, quoi. C'est pas qu'elles ne trouvent pas leur place en bourse, c'est que l'investisseur il juge sur la rentabilité. Voilà. La rentabilité n'est pas au rendez-vous. C'est des investissements, comme ça a été très bien expliqué, c'est des investissements cumulatifs. Mais malheureusement, on rentre dans une période où les taux ont pris 500 points de base. Et que tout le monde se demande que c'est coûteux et qu'il faut des financements privés, en fait. Il faut que des privés viennent, parce que le gouvernement ne vont pas pouvoir, à eux seuls, financer cette manne-là, compte tenu des déficits qui ont encore augmenté. Et justement, le problème de la dette va revenir sur le devant de la scène, avec ces niveaux de taux d'intérêt. Ouais. Donc oui, c'est un problème. Moi, je pense qu'on a cramé, c'est ce que j'ai mis dans mon petit mail, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais je pense qu'on a cramé en Europe des centaines de milliards, voire des milliers de milliards sur les énergies renouvelables, sans impact réel sur les émissions de CO2. Et on est en train de faire rebolote sur la voiture électrique, on va faire rebolote sur l'habitat, on va refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on investit massivement sur quelque chose qui a très peu d'impact à moyen terme. Et donc ça, si on avait investi, j'ai mis dans mon petit mail, je sais pas, 30 ou 40% des sommes qui ont été investies en Europe depuis une quinzaine d'années sur l'énergie renouvelable, si on les avait investis sur mais oui, dans le nucléaire. Mais ça revient sacré. Non, mais je sais. C'est pas pour ça qu'il faut un consensus politique, Xavier. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais en bourse, ça va mal se finir. Ça va mal se finir à cause de ça, parce qu'on est en train de cramer de l'argent inutilement. On oriente de l'épargne ESG, on oriente de l'épargne de très mauvaise façon. Je dis pas, mais et donc c'est un problème pour les opinions publiques, parce que si tu alloues des centaines de milliards sur des éoliennes qui ne tournent pas, en tout cas qui ont très peu d'impact sur les émissions de CO2, parce que l'émission de CO2, ce qui est intéressant, c'est à l'échelle mondiale. Donc si tu veux avoir un impact au niveau européen, puis un impact mondial, il faut vraiment qu'on essaie. Et c'est pas possible. Heureusement, le ESG, ça se résume pas à l'environnement, aux énergies renouvelables. Bien sûr. Donc ça. Non, bien sûr. Mais je suis en phase avec une partie de ce que vous dites. Il faut qu'on termine avec vous, Malik, là, sur les questions d'allocation d'actifs et de gestion diversifiée. Je vois un peu le match action versus taux, là. Est-ce que le match est relancé Ce qui complique la donne aujourd'hui, avec l'évolution des taux d'intérêt, c'est l'instabilité de la corrélation taux-action. Non, elle est ni positive ni négative. Elle change à tout moment. Ça, c'est compliqué. Sur l'attractivité, bien évidemment, quand vous avez des primes de risque actions qui sont proches de zéro, et que vous avez de l'autre côté un rendement intéressant, il n'y a pas photo. Le bémol que j'émettrais, c'est toujours les bénéfices. S'il n'y a pas de récession, que les bénéfices sont au rendez-vous, la prime de risque va se normaliser petit à petit. Et donc, il faut s'attendre à un rebond du marché action dans les semaines à venir. Sauf, bien sûr, événements géopolitiques qu'on ne peut pas aujourd'hui... Mais on n'est pas là avec des baisses indicielles de 10%, des taux à 5%, un yen à 150 yens contre dollar. On voit des points de tension partout. On se dit, mince, c'est peut-être la tempête parfaite qui est en train de se former, là. Le point de tension le plus important, ça serait si la banque japonaise venait à modifier sa politique monétaire la semaine prochaine. Ça rajouterait de la tension sur la partie taux.
Mais pourquoi cette tension? Parce qu'on est passé d'un scénario de récession à un scénario de croissance qui se maintient. Et donc, c'est la politique monétaire qui est redevenue au centre du débat. C'est ça qui a alimenté la montée des taux au cours des dernières semaines. Parce que c'est puissant ce qu'on a vécu. En moins d'un mois, on a 75 points de base sur le 30 ans américain. On a rarement vu ça. Oui, oui. Et puis une volatilité de la courbe américaine qui est étonnamment élevée par rapport à ses pairs occidentaux. Hein. C'est-à-dire la courbe américaine est intrinsèquement plus volatile que la courbe allemande, par exemple. Bien sûr. C'est des 15-20 points de base sur des taux à 10 ans, 30 ans. La courbe anglaise, elle est aussi très particulière en termes de volatilité. Hein, jusqu'à 6-7 ans, c'est sacrément volatile. Donc, effectivement, c'est des signaux qu'il faut avoir en tête. Parce que... Et tant qu'il y a cette volatilité sur l'obligataire, vous dites, les investisseurs trouveront une forme de refuge sur des marchés comme les marchés actions. Mais oui, parce que moi, là où j'aurais une toute petite différence sur la prime de risque, mais on pourra en discuter dans une autre scène, c'est que les PE, les earning yields, c'est des rendements réels. Donc il faudrait les comparer par rapport à des taux réel et pas par rapport à des taux nominaux. Il est à 2,5 le taux réel américain. Oui. Et ben justement, donc il n'y a pas... L'écart n'est pas si... Non. Surtout s'il n'y a pas de récession, surtout si la marge devient stable. Si le momentum bénéficiaire est toujours là, c'est le moteur des actions. Et donc, parce que j'ai de la volatilité sur mon actif obligataire et j'ai une volatilité raisonnable sur mon actif action. Donc en ratio de Sharpe, je ne sais pas, ça se regarde, quoi. Hein. Bien sûr. Bon. Non, mais je crois que... Pour l'investisseur qui est un peu moyen, long terme, il commence à avoir des points. Il y a un niveau de pessimisme assez important aujourd'hui dans les cours. Aujourd'hui, c'est intéressant de commencer à regarder. Bien sûr, hein, si on enlève les 10, 15, 20, 30 mégacaps, effectivement, on voit autre chose et on a une lecture du marché qui peut être très différente. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là ce soir pour cette discussion en plateau. Stéphane Prévost, la financière responsable, Malik Hadouk, CPR Asset Management et Xavier Patrolin, Albatros Capital.